Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a eu un avantage numérique important sur l'Ukraine dans les airs. L'armée du président Vladimir Poutine possédait davantage d'aéronefs militaires, dont de nombreux avions récents et avancés. Cela lui a donné l'avantage aérien, surtout sur les lignes de front pendant la majeure partie de 2025. Les Su-34 russes ont largué des milliers de bombes, planantes bombes aériennes de fabrication, alors que l'Ukraine n'avait que peu de systèmes de défense aérienne pour les contrer. Maintenant, tout cela pourrait être sur le point de changer à jamais grâce à une lettre. Un accord imminent entre l'Ukraine et la Suède pourrait influencer décisivement le cours de la guerre. Maintenant, ce n'est pas une lettre ordinaire. C'est une lettre d'intention signée le 22 octobre 2025 entre la Suède et l'Ukraine. Cela permettrait à l'Ukraine de recevoir entre 100 et 150 chasseurs Gripen série E, une machine prête à tirer pleinement parti du paysage unique de l'Ukraine. Selon le premier ministre suédois Ulf Kristersson, cela offrirait à l'Ukraine une force aérienne puissante. Acquérir le Gripen est un choix judicieux pour l'Ukraine, dans une guerre qui n'a pas été particulièrement fructueuse pour les forces aériennes des deux camps. Dans des conflits comme la guerre d'Irak, la guerre dans les Balkans, et même les guerres d'Israël contre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, la puissance aérienne a joué un rôle important. Mais les forces aériennes ukrainiennes et russes ont eu un impact bien moindre dans ce conflit. C'est en partie dû au manque général de qualité des deux forces aériennes. Comparé par exemple au F-35 Lightning E-22, Raptor FDX-8 Super Hornet et à la flotte de bombardiers stratégiques américains. C'est aussi basé sur la qualité, ou le manque de qualité, des systèmes de défense aérienne en couche des deux camps. Ce qui a poussé l'Ukraine et la Russie à hésiter à déployer des moyens aériens de grande valeur près des lignes de front, en raison de la forte probabilité qu'ils soient abattus. Avant le début de la guerre, la Russie disposait d'une force aérienne, composée d'environ 900 avions de 4e génération et plus, dont environ 14 Su-57 de 5e génération, 365 Su-35, Su-27 et Su-30 confondus, ainsi que 134 Su-34. Mais à la fin de 2024, la Russie avait perdu au moins 130 avions à voilure fixe et 146 hélicoptères, soit presque un tiers de sa flotte. Pendant ce temps, la force aérienne ukrainienne a été encore plus dévastée. Avant la guerre, l'Ukraine ne disposait que d'environ 120 avions de chasse opérationnels, dont presque tous étaient de vieux appareils, datant de l'époque soviétique, comme le Mikoyan Gourevitch, 29 Fulcrum le Su-24, Fencer le Su-25 Frogfoot et le Su-27 flanquèrent l'Ukraine, a également pu remettre en état plusieurs anciens avions déclassés et les ajouter à la bataille. Cependant, d'ici la fin de 2024 au moins, 100 appareils ukrainiens ont été confirmés comme perdus, dont 89 avions de chasse. Cela signifie qu'il ne reste peut-être qu'une douzaine ou deux des chasseurs d'origine de l'Ukraine encore opérationnels. En théorie, l'industrie des avions de chasse de la Russie, qui produirait entre 22 et 49 avions par an, devrait être en grande partie capable de compenser ces pertes. Du moins pour ces chasseurs Su-30, Su-35 et Su-34 perdus. Malgré toute son ingéniosité et son esprit d'entreprise, l'Ukraine ne dispose tout simplement pas de ce genre de capacité aéronautique. Les annonces de 2024, selon lesquelles l'Ukraine recevrait des F-16 fabriqués aux États-Unis et des chasseurs Mirage, 2000 F français, ont suscité l'optimisme quant au fait que l'armée de l'air ukrainienne pourrait enfin bénéficier d'améliorations significatives pour rivaliser dans les airs. Bien que les chiffres exacts manquent, seuls quelques appareils ont été livrés à ce jour, et le nombre total de livraisons prévues laissera tout de même la flotte ukrainienne nettement inférieure à celle de la Russie. En novembre 2025, on dit que l'Ukraine a reçu au moins 7 F-16, dont au moins 3 ont été perdus. Au total, environ 85 F-16 ont été promis à l'Ukraine pour un usage au combat, principalement par les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et la Norvège. Environ 20 Mirage 2000 F ont été promis par la France, les 3 premiers étant déjà supposés avoir été livrés. Avec toute la flotte livrée, ces avions peuvent grandement renforcer la domination aérienne de l'Ukraine. Cependant, pour l'instant, ils ne sont pas vraiment utilisés sur les lignes de front, ni pour engager directement les chasseurs russes. Il n'y en a tout simplement pas assez. En réalité, ils servent surtout à la défense aérienne à l'arrière, aidant à abattre les missiles russes et les drones Djerin, qui terrorisent chaque nuit les villes et infrastructures civiles ukrainiennes.
Le principal obstacle de l'Ukraine à utiliser sa force aérienne est la vulnérabilité de ses bases aériennes. L'Ukraine possède au moins 22 bases aériennes, y compris celles situées à Artsis, Tchernihiv, Tchortkiv, Lutsk, Milizopol, Mirhorod, Nizhyn, Okhtyrka, Ovruch, Ozerny, Prilouki, Starokonstiantiniv, Styrie et Vilka Krusha, ainsi que les aéroports internationaux de Dnipro et Kiev-Juliani. Cependant, comme sa force aérienne, la plupart des bases aériennes de l'Ukraine ont été héritées de l'Union soviétique. Bien que la plupart aient été modernisées depuis l'indépendance, en 1991 les Russes savent toujours où elles sont et leurs faiblesses. La Russie a donc régulièrement frappé ces bases avec des missiles et drones, rendant ces lieux très dangereux pour les avions militaires. La solution ukrainienne a été de disperser ces avions de chasse entre ces aérodromes, qui sont souvent petits et pas en conditions optimales. C'est un problème particulier lorsqu'il s'agit des F-16 et des Mirage 200F ukrainiens, qui nécessitent un traitement plus délicat et des pistes plus longues que leurs homologues soviétiques, techniquement inférieures mais plus robustes. Le F-16 exige des pistes propres et bien entretenues à cause de sa large entrée d'air et de son train d'atterrissage léger. Cependant, leur conception les rend vulnérables aux débris étrangers, Foreign Object Debris. Ils n'ont pas de système anti-Foreign Object Debris, et leurs grandes entrées d'air sous le fuselage aspirent saleté et cailloux. Alors que les brigades ukrainiennes font voler le F-16 depuis des pistes dispersées, elles le font avec une grande prudence, y compris avec l'aide d'unités mobiles spécialement assemblées contenant tout l'équipement de soutien nécessaire pour faire décoller et atterrir un F-16 fragile sur une piste sale. On craint que la modernisation des aérodromes ukrainiens pour accueillir les F-16 soit repérée par les satellites russes, en faisant des cibles prioritaires. Comme l'a expliqué Justin Bronk, analyste de la guerre aérienne au Royal United Services Institute, un important travail était nécessaire pour que ces vieilles pistes soviétiques ukrainiennes soient assez propres afin d'utiliser un F-16 sans risquer que des débris endommagent les moteurs. Des travaux de resurfaçage et éventuellement d'extension des pistes sont à envisager. Tout cela est très visible pour les satellites russes, ainsi que pour les sources que Moscou a sur le terrain. Le F-16 a également besoin d'une piste plus longue, entre 1650 et 2600 pieds, selon la charge qu'il transporte, ce qui limite automatiquement le nombre de terrains d'aviation où il peut être déployé. Le Mirage 2000 nécessite également une distance de décollage minimale d'environ 1650 pieds au niveau de la mer, lorsqu'il opère avec 2 missiles infrarouges, ce qui rend de nombreux terrains d'aviation ukrainiens inadaptés. Cependant, il est capable d'opérer à partir de pistes relativement austères et plus courtes comparées à celles nécessaires pour le F-16, ce qui le rend mieux adapté aux terrains d'aviation accidentés ou moins préparés de l'Ukraine. Et c'est précisément pour cette raison que le choix du chasseur suédois Gripen série E pour reconstruire la force aérienne ukrainienne est une décision aussi avisée. Il y a une deuxième raison pour laquelle le Gripen est un choix judicieux pour un partenariat d'aviation militaire à long terme. Avec les États-Unis qui signalent de plus en plus leur retrait du soutien militaire direct à l'Ukraine, ce relais est fondamentalement passé à l'Europe. Les membres européens de l'OTAN se sont engagés à augmenter leurs dépenses de défense du niveau actuel d'environ 2% du produit intérieur brut à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. Conformément à cet engagement, les nations européennes ont indiqué qu'elles entendaient en profiter de cette opportunité pour développer leurs propres industries de défense, plutôt que de dépendre autant des armes fournies par les États-Unis comme elles l'ont fait au cours des dernières décennies. Il est donc logique que l'Ukraine cherche à établir des relations durables avec les industries de défense des nations qui la soutiennent directement. Cependant, la principale raison pour laquelle le Gripen est un choix aussi pertinent, c'est que cet avion a été spécialement conçu pour opérer sur des pistes plus courtes et accidentées, et pour combattre la manière soviétique et russe de faire la guerre aérienne. La Suède a conçu ce chasseur dans les années 1980, pour survivre aux frappes soviétiques sur les bases aériennes. Les avions ont été conçus pour opérer depuis des tronçons d'autoroute à travers le pays, et non de grandes bases aériennes entretenues. Celles-ci seraient sûrement des cibles principales lors d'une attaque russe, comme cela a été le cas en Ukraine. Il y a une logique similaire derrière la conception des Mikoyan Gourevitch, 29 soviétiques de l'Ukraine, qui ont également été construits pour pouvoir être utilisés sur des pistes plus courtes et plus accidentées. Si nécessaire,
Un MiG-29 n'a besoin que d'une piste de 600 mètres, même lorsqu'il est entièrement chargé. De plus, lorsqu'il atterrit sur son train d'atterrissage renforcé, des portes se ferment sur ces larges prises d'air, tandis que des trappes s'ouvrent au-dessus de ces prises. Ce système protège les moteurs du chasseur des débris, tels que les cailloux, lors des opérations sur pistes sales ou routes. Les Su-24, Su-25 et Su-27 ukrainiens disposent aussi de systèmes anti-débris similaires en standard. Le Gripen n'a besoin que d'une piste d'environ la même longueur qu'un Mirage, soit environ 500 mètres, grâce à ses plans canards, qui servent aussi de frein. Il n'a pas les portes anti-débris d'un Mikoyan Gourevitch, mais son train d'atterrissage haut l'aide à éviter les débris et autres objets. Cela en fait un choix idéal pour le système de base aérienne mobile qu'a dû adopter l'Ukraine pour maintenir son armée de l'air au combat. L'approche de la Suède vient de son système base aérienne de dispersion 90, un réseau de tronçons d'autoroutes, de caches de carburant dissimulées et d'infrastructures minimales conçues pour survivre aux bombardiers soviétiques qui détruiraient les bases aériennes traditionnelles. Les planificateurs suédois envisagent des mécaniciens opérant depuis des camions, tandis que les Gripen décollent sur 500 mètres de route entre deux ravitaillements. Alors que la guerre froide redoutée n'a jamais eu lieu, ce concept pourrait finalement être appliqué en Ukraine. Bien sûr, il y a bien d'autres raisons de recommander ce chasseur compact et robuste que sa grande adéquation aux circonstances de guerre en Ukraine. Le JAZ-39 Gripen, pour utiliser son nom complet, est classé comme un avion de chasse de 4e génération. Avion de chasse nouvelle génération avec furtivité et protection accrue. C'est un avion de chasse monoplace et multirôle, conçu pour des missions air-air, air-sol et de reconnaissance, offrant des opérations flexibles, des temps de rotation rapides et un faible coût opérationnel. Toutes ces fonctionnalités correspondent parfaitement aux besoins de l'Ukraine. Il est propulsé par un seul turboréacteur General Electric F4 114 General Electric 39 qui fournit une poussée d'environ 98 kN, permettant un rapport poussée-poids élevé et une capacité de supercroisière, c'est-à-dire volant à des vitesses supérieures à Mach, soit environ 1250 km/h sans post-combustion. L'appareil atteint une vitesse maximale de Mach 2, soit 2470 km/h en haute altitude. Le Gripen-E fait près de 15 mètres de long, 8,6 mètres d'envergure et pèse jusqu'à 16 500 kg au décollage. Il a un rayon d'action de combat d'environ 1500 km. Cela est possible grâce à une capacité de carburant accrue, rendue possible par le déplacement du train d'atterrissage vers les ailes intérieures. Et son rayon de transfert peut être étendu à environ 4000 km, avec des réservoirs de carburant externes. Comparé au F-16 et au Mirage 2000F, le Gripen serait également plus facile et plus rapide à entretenir. Le Gripen-E dispose de 10 points d'emport externes pour une charge utile d'armement jusqu'à 7200 kg. Cela inclut des munitions air-air et air-sol avancées, notamment le missile Meteor Beyond Visual Range, qui atteint Mach 4, soit 4940 km/h, et possède une portée de 300 km. Les missiles Air Intercept, Missile 120, Advanced Medium Range, Air-to-Air Missile et Air Intercept Missile, 9 Sidewinder, sont aussi employés par l'Ukraine sur les F-16. Le Gripen peut également emporter le missile IR-IST à guidage infrarouge de courte portée, qui atteint une vitesse de Mach 3 soit 3700 km/h et une portée allant jusqu'à 40 km, et le canon revolver Mauser BK 27 de 27 mm. De plus, il prend en charge une gamme d'autres armes telles que le missile anti-navire Air-to-Ground Missile, 65 Maverick SRBS, 15 ainsi que des bombes guidées comme la GBU 12 et la GBU 39. Cette diversité rend le Gripen idéal pour les besoins de l'Ukraine, lui permettant d'effectuer des missions aussi variées que la défense aérienne, les attaques au sol et les frappes à longue portée. Sa capacité à larguer des bombes guidées pourrait aussi rééquilibrer les forces lorsqu'il s'agit de l'utilisation prodigieuse par la Russie des fameuses bombes planantes sur les lignes de front. L'avionique du Gripen comprend le radar Leonardo Raven ES-05, antenne à réseau, à balayage électronique,
qui offre un large champ de couverture et le suivi de plusieurs cibles. Et le système de recherche et de poursuite infrarouge Skyward G pour la détection passive de cibles furtives ou non émettrices. Pour renforcer la conscience situationnelle des pilotes, un écran panoramique et un viseur monté sur casque assurent une fusion rapide et efficace des données issues de nombreux capteurs. L'appareil est également équipé du système de liaison de données tactique, Tactical Information Data Link System, pour le partage d'informations en temps réel avec les unités alliées et les réseaux de commandement. Il comprend une guerre électronique avancée comme Arexis et gère les communications sécurisées via Link 16 et satellites. Un autre avantage majeur du Gripen E pour l'Ukraine est son coût d'exploitation réduit, estimé entre 5800 et 8500 $ par heure de vol. Cela en fait l'un des chasseurs modernes les plus rentables du marché. On estime que les MiG-29 ukrainiens ont un coût opérationnel similaire, d'environ 6500 $ par heure de vol. Mais l'Ukraine peine à obtenir les pièces pour les entretenir. Le coût opérationnel d'un Mirage 2000F est également relativement bas, allant d'environ 2700 à 8200 $ par heure de vol selon la configuration et l'inclusion du carburant et de la maintenance. En comparaison, le coût d'un F-16 est estimé jusqu'à 27 000 $ par heure de vol, et celui du F-35 Lightning IRI varie entre 33 000 et 42 000 $ par heure. Cela montre l'effort important pour maintenir sa technologie furtive avancée et ses systèmes complexes. Ainsi, bien que le Gripen soit économique à exploiter, le Gripen E reste nettement plus cher que les autres avions de la flotte ukrainienne. Les Mirage 2000F ukrainiens valent 23 à 35 millions de $, pièces contre 40 à 50 millions pour les MiG-29. Les F-16 modernisés de l'Ukraine sont estimés à 64 à 70 millions de $ chacun, mais avec un coût estimé entre 85 et 138 millions de $ chacun. Le Gripen E est nettement plus cher. En fait, il se situe dans la même fourchette que le F-35 Lightning II de 5e génération, qui coûte entre 77 et 112 millions de $ selon la configuration et le forfait de soutien. En effet, l'une des grandes questions en suspens concernant l'accord sur les Gripen ukrainiens est de savoir comment l'Ukraine va financer ses avions, surtout compte tenu de l'ampleur de l'accord envisagé. La lettre d'intention a été signée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue suédois, le premier ministre Ulf Kristersson, à Linköping, en Suède, où les Gripen sont fabriqués par le géant suédois Saab. Kristersson a déclaré que la lettre signée ouvre la voie à une éventuelle livraison de 100 à 150 avions de chasse Gripen de la série E à l'Ukraine. Même si l'Ukraine paie le prix le plus bas, soit 85 millions de $ par Gripen, cela fait 8,5 milliards pour 100 avions et 12,7 milliards pour 150. Pour l'instant, il est difficile de voir d'où l'Ukraine va tirer une telle somme d'argent. L'État ukrainien. Le déficit budgétaire en 2025 atteindrait 211% du produit intérieur brut en baisse par rapport aux 176% de 2024. Le projet de budget 2026 prévoit une nouvelle réduction à 184% du produit intérieur brut. En revanche, malgré l'impact de sanctions sans précédent de la part du monde occidental, le déficit budgétaire de la Russie en 2025 n'est estimé qu'à 25% du produit intérieur brut pour diminuer légèrement à environ 16% du produit intérieur brut en 2026. La situation financière de l'Ukraine est rendue encore plus critique par son déficit de financement budgétaire, c'est-à-dire l'écart entre les recettes et les dépenses de l'État, qui s'est estimé à 533 milliards de $ pour la période de 2025 à 2028. Ce total est principalement dû à des dépenses de défense élevées, estimées à 83 milliards de $ en 2025, auxquelles s'ajoutent des dépenses importantes pour la protection sociale et la reconstruction. Ce déficit dépasse le financement actuellement engagé de 894 milliards de $, laissant un manque à gagner important. Cela devra alors être financé par davantage d'aides étrangères ou par l'emprunt. L'État pourrait s'effondrer dès le premier trimestre 2026. Et ce montant devient un problème de plus en plus important pour l'Ukraine à réunir. Déjà, l'Ukraine dépend de l'aide étrangère pour financer son budget et ses comptes extérieurs. Sans aide ou prêts étrangers, l'Ukraine ne peut payer pension, salaire des fonctionnaires, ni la plupart de ses dépenses de défense. Encore moins dépenser 127 milliards de $ pour une nouvelle force aérienne. L'Ukraine
a beaucoup plus de difficultés et de coûts à couvrir ses dettes en contractant de nouveaux prêts. En conséquence de la dégradation de la note de crédit du pays au statut de défaut restreint ou défaut restreint par Fitch et au statut de défaut sélectif ou défaut sélectif par S. P Global, principales agences mondiales de notation de crédit. La dégradation des notes suit la suspension par l'Ukraine du service de la dette et le non-paiement des euro-obligations et obligations indexées sur le produit intérieur brut en 2024 et 2025. Il est donc difficile de voir qui prêterait des milliards à l'Ukraine pour acheter les avions dans une position aussi précaire. Il n'est également pas clair d'où viendra l'aide, sous forme de dons plutôt que de prêts, à l'avenir. Même sans l'accord sur le Gripen, The Economist estime que l'Ukraine nécessitera 390 milliards de dollars de soutien occidental d'ici 2028 pour son effort de guerre. Les grandes économies européennes soutenant l'Ukraine font face à un ralentissement économique et à des déficits budgétaires en hausse. Ils rencontrent aussi une opposition croissante des citoyens, qui préfèrent que les fonds destinés à l'Ukraine servent aux besoins intérieurs. À l'heure actuelle, la seule voie claire pour réunir la majeure partie de ces fonds est le plan controversé visant à confisquer les avoirs russes détenus dans la zone euro et à les remettre à l'Ukraine. Mais plusieurs membres de l'Union européenne ont bloqué cette initiative, que Moscou a qualifiée de vol et a promis de riposter. La Belgique est en tête de ces pays, puisqu'elle abrite la chambre de compensation Euroclear, qui détient la majorité des avoirs russes gelés. La Belgique estime que saisir ces fonds l'exposerait à de grands risques juridiques et financiers. Elle a appelé l'Union européenne à assumer collectivement la responsabilité de toutes les conséquences possibles. Jusqu'à présent, l'Union européenne dans son ensemble a hésité, bien qu'il soit probable qu'un certain type d'accord sera conclu entre les membres en temps voulu. Cependant, il reste à voir si le dilemme du financement pourra être résolu à temps pour que l'Ukraine survive intacte, sans même parler de financer une flotte de Gripen tout neuf. Heureusement, du moins en ce qui concerne les Gripen, l'Ukraine dispose d'un peu de temps devant elle. Lors de la signature de l'accord, Christensen a souligné que le document ne signifiait pas des livraisons immédiates, mais qu'il créait un cadre pour un accord futur à grande échelle. En effet, bien que les premiers avions pourraient être opérationnels dès 2026, l'accord prévoit un déploiement progressif des livraisons sur une période de 10 à 15 ans. Espérons qu'à ce moment-là, la guerre sera terminée depuis longtemps et que la situation financière de l'Ukraine se sera stabilisée depuis longtemps et que les Gripen pourront assurer la sécurité future de l'Ukraine comme Zelensky le pense. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.